Donc, je tiens d'abord à débuter là, en vous remerciant d'assister à ma conférence, plus largement au colloque, mais évidemment à ma conférence aussi, qui a pour titre Les dessins physiognomoniques de Charles Lebrun et les miroirs du Louvre, appropriation populaire des collections du roi en contexte révolutionnaire. Donc, dans le cadre de mon intervention, je vais me pencher sur un épisode précis du devenir sujet ou du devenir œuvre des visiteurs dans l'espace d'exposition. Donc, on parle ici d'un épisode qu'on a pu observer dans une exposition qui présentait des dessins en provenance des collections royales. Donc, cette exposition-là était présentée au Muséum central des arts, aujourd'hui qu'on connaît sous le nom de Musée du Louvre. Elle a été présentée en 1797, donc sous la Première République française. Donc, au sein de cette exposition, on retrouvait les chartes physiognomoniques de Charles Lebrun, mais aussi des miroirs installés aux deux extrémités de la galerie d'Apollon. Et puis, on rapporte que les visiteurs de l'exposition faisaient des allers-retours entre les dessins et les miroirs pour comparer leur expression à celle qui était représentée par Lebrun. Donc, c'est grâce à ce procédé d'identification aux œuvres, à cette incorporalisation des œuvres que les visiteurs deviennent eux aussi des sujets de l'expérience esthétique. Donc, l'objectif de ma communication est de démontrer que cette incorporalisation des œuvres-là favorise non seulement une appropriation des collections royales, mais qu'elle favorise aussi la construction d'une identité en devenir. Donc, il va s'agir dans un premier temps de considérer le contexte général de l'exposition, puis de resserrer sur le contexte de production des dessins de Lebrun et sur la science qui est la physiognomonie, pour ensuite terminer là, en interprétant les différents rôles du miroir en fonction du contexte socio-politique. Donc, l'exposition qui nous intéresse constitue en fait la toute première exposition de dessins qui proviennent de la collection du roi. Donc, avant l'exposition de 1797, la collection de dessins du roi n'avait jamais été rendue publique. Pendant une centaine d'années, elle a été confinée en fait dans un local étroit et son accès était grandement limité. Par ailleurs, sous l'Ancien Régime, il y a certains collectionneurs, certains artistes aussi qui vont demander à ce que soit organisée une exposition des dessins, mais il n'y aura jamais de suite à cette demande-là. C'est en fait notre ami Jacques-Louis David qui va reprendre et qui va mener indirectement à terme cette idée-là, alors qu'il va prendre la parole à la tribune de la Convention en janvier 1794, à ce moment pour définir la vocation du Muséum central des arts. Donc, pour lui, le muséum ne devait pas être un dépôt d'objets d'art anciens, ni une galerie réservée à une élite. Le muséum devait plutôt être perçu comme un lieu d'exposition du patrimoine national, mais aussi comme étant une école importante. Donc, à ce moment-là, Jacques-Louis David poursuivait un double but. Donc, le premier qui était de faire assurer par la République l'héritage de l'Ancien Régime, donc de ne pas succomber à la tentation de faire table rase des acquis antérieurs, mais aussi pour deuxième objectif, là, de faire utiliser l'espace muséologique comme un espace de représentativité politique. Donc, le muséum va éventuellement être placé sous l'autorité du comité d'instruction publique, ce qui va l'amener à affirmer une vocation pédagogique. Il semblait alors aller de soi qu'il fallait rendre accessibles à tous les collections de dessins du roi qui avaient été confinées les 100 dernières années. Donc, l'exposition de dessins qui va se tenir dans la galerie d'Apollon va ouvrir officiellement ses portes au public le 28 Thermidor de l'an 5, c'est-à-dire pour nous le 15 août 1797. Donc, l'exposition va être perçue comme étant une manifestation novatrice alors qu'elle rend publique la collection des dessins du roi. On peut d'ailleurs lire dans la notice qui accompagnait l'exposition, et je cite, « Il était du devoir de l'administration du musée de tirer au plus tôt ce trésor de l'oubli auquel, par une fatalité inconcevable, semblait l'avoir condamné l'insouciance de l'ancien gouvernement. » Donc, l'administration du musée s'est fait un devoir de la rendre accessible aux artistes et au public plus largement. Il est important de souligner la structure pédagogique évidente de l'exposition qui trahit la pensée du 18e siècle. Donc, le 18e est marqué par cette volonté de rassembler toutes les connaissances disponibles et puis de les répandre auprès du public, d'un public éclairé.
Donc, dans le même ordre d'idées, les organisateurs de l'exposition voulaient aller au-delà du simple plaisir de l'œil. Justement, en 1793, il y avait eu une exposition des tableaux du roi cette fois. Et là, la conceptualisation entière de l'exposition avait été guidée par le plaisir des yeux seulement. Et ce choix-là a eu pour effet d'intéresser finalement les curieux qui avaient déjà une connaissance et qui détenaient les clés de lecture nécessaires à la compréhension de l'esthétisme exposé. Au contraire, les organisateurs de l'exposition de 1797 souhaitaient surpasser le plaisir de l'œil pour intéresser plus qu'une élite. Ils proposent donc un véritable enseignement par l'image et vont inciter les visiteurs à l'observation, qui est, selon le traité d'idéologie d'Estote de Tracy, la base même de l'éducation populaire. Donc, l'exposition comprenait une sélection de dessins qui, en grande majorité, provenaient effectivement de la collection du roi, mais la sélection était complétée par des enrichissements récents qui sont à comprendre comme étant des prises de guerre, des saisies de biens religieux ou des saisies parmi les collections d'émigrés. Au total, ce sont 477 dessins qui ont été exposés, répartis en 3 écoles, donc l'école italienne, l'école flamande et l'école française. Donc, parmi les dessins de l'école française, on retrouve un ensemble de dessins par le premier peintre de la couronne, Charles Lebrun. Donc, bien que l'importance historique de Lebrun soit bien reconnue, il y a certaines de ses œuvres qui ont été sévèrement négligées ou critiquées dans les années qui ont suivi sa mort. Donc, ça a notamment été le cas de ces dessins représentant les caractères des passions qui, quant à eux, ont été critiqués, et de ces dessins physiognomoniques qui, quant à eux, ont été négligés. Donc, une sélection des dessins issus de ces 2 séries se retrouvait dans l'exposition de 1797. Donc, mentionnons que du temps de Lebrun, donc au 17e, on voit apparaître plusieurs branches de l'art de connaître les hommes. On voit entre autres apparaître la pathognomonie, qui est en fait l'étude des passions de l'âme et de la manière dont les passions de l'âme vont modifier le visage. Donc, la première série de dessins représentant les caractères des passions s'inscrit dans la pathognomonie. C'est influencé par le traité des passions de Descartes qui a été publié en 1649, mais aussi par l'ouvrage Les caractères des passions de la Chambre, que Lebrun va fixer des règles pour, tenter de fixer des règles pour l'expression des passions en art. Donc, fondées sur des principes scientifiques de l'époque, ces règles-là devaient garantir l'exactitude des passions et rendre les expressions immédiatement reconnaissables. Donc, en 1668, il va prononcer devant l'Académie 2 conférences qui étaient illustrées de dessins pour mettre à la portée des artistes ces idées de Descartes, mais surtout celles de la Chambre. Donc, les dessins des expressions des passions ont connu un succès immédiat, bien qu'ils soient critiqués très rapidement. Ils ont été critiqués, entre autres, parce que les types d'émotions étaient maniérés, parce qu'ils étaient des sortes de masques artificiels ou encore parce qu'ils s'apparentaient à des caricatures. Donc, si les dessins représentant les caractères des passions sont eux chroniquement pertinents et considérés de leur époque, ce n'est pas le cas des dessins physiognomoniques qui sont pour leur part tombés dans l'oubli. Donc, toujours parmi les branches de l'art de connaître les hommes, on a vu aussi apparaître la physiognomonie. Donc, cette science, entre guillemets, prétend détenir les clés pour lire les caractères d'une personne d'après sa physionomie. Donc, elle entend révéler au grand jour les méchants malgré leur dissimulation. Donc, en 1655, paraît la traduction française de l'ouvrage La physionomie humaine de Della Porta, qui a été initialement publié en 1586. Donc, on constate dans cet ouvrage-là le retour en force des analogies animales qui étaient chères aux physiognomonistes antiques. Et c'est donc fasciné par elles que Lebrun va en redessiner certaines qui surpassent de beaucoup leurs modèles, mais qu'il va aussi en inventer de nouvelles. Donc, le 7 mars et le 28 mars 1671, Lebrun va donner 2 nouvelles conférences à l'Académie sur la physiognomonie cette fois. Donc, on suppose que Lebrun souhaitait identifier les traits distinctifs entre la face humaine et le faciès animal. On suppose aussi qu'il souhaitait mesurer le degré d'animalité des visages humains, ou plutôt le degré d'humanité des visages humains, entendu au sens d'élévation de l'esprit.
Donc, ce travail-là, vous l'aurez deviné, était assez marginal pour l'époque et c'est probablement pourquoi il est tombé dans l'oubli à ce moment-là. Mais c'est en 1797, donc une centaine d'années plus tard, que les dessins physiognomoniques de Lebrun sont réactualisés dans l'exposition de Grand Maître qui est organisée au Muséum central des arts. Et à ce moment-là, l'intérêt des porteurs est non pas porté vers les dessins représentant l'expression des passions, mais plutôt vers les chartes physiognomoniques. Donc, cet intérêt-là pour les chartes physiognomoniques peut s'expliquer par le fait que la fin du 18e siècle est marquée par une prolifération des écrits sur la physiognomonie. Donc, dans les 2 premiers tiers du 18e, la physiognomonie était discréditée, étant donné qu'on la jugeait incertaine. Et puis, il n'y a rien qui suggère à ce moment-là une renaissance de la physiognomonie au cours du siècle des Lumières, qui se veut le siècle de la raison. Ce sera par contre la parution des fragments physiognomoniques de Lavater en 1775 qui va faire ressurgir la physiognomonie dans le 3e et dernier tiers du 18e siècle. Donc, bien que ces propos aient été contestés par certains, il en demeure pas moins que d'autres vont y adhérer. C'est donc le retour officiel de la physiognomonie qui devient avec Lavater une pratique d'observation d'autrui qui va s'inscrire dans le champ de pratique sociale. Donc, dans le 3e tiers du 18e siècle, alors que la physiognomie renaît, l'examen physiognomonique devient une véritable mode. Et cette mode-là va trouver des échos dans l'exposition des grands maîtres de 1797, encouragée par la présence de miroirs dans la salle. Donc, les miroirs ont été sortis du garde-meuble spécialement pour l'occasion et ils ont été installés aux 2 extrémités de la galerie d'Apollon. Donc, d'un côté, ils étaient insérés entre les piliers du décor architectural intérieur, donc comme vous pouvez le voir là sur l'image à l'écran, alors que de l'autre côté, ils étaient installés au même endroit, mais sans la présence de piliers. Donc, les miroirs avaient été installés dans la galerie d'Apollon pour assurer un éclairage adéquat des dessins en réfléchissant la lumière naturelle arrivant de l'est par les 12 fenêtres là, qui sont dans la salle. Donc, sur le plan rapproché, toujours que vous voyez à l'écran, on constate que le jeu des miroirs poursuit l'image de la salle à l'infini et augmente du coup le volume de la galerie. Mais il y a un détail encore plus intéressant qu'on peut remarquer si on se concentre sur le miroir de gauche. Donc, on peut voir une dame qui contemple son reflet dans le miroir. Donc, à cet effet-là, il est intéressant de revenir sur une observation de cette exposition de dessin par Louis Lemercier, puisque dans cette observation, justement, il va évoquer un usage ludique des miroirs dans la salle. Il écrit, et je le cite, « Ce qui attache le plus la foule dans la magnifique galerie des dessins du Louvre, ce qui fixe l'œil, la réflexion et la pensée de tous les regardants, ce sont les singuliers dessins de Lebrun qui a rapproché la physionomie de certains hommes de la face des animaux. Alors chacun se recueille, compare les principaux traits de la physionomie des hommes qu'il a vus ou connus, et il trouve une sorte de ressemblance plus ou moins éloignée avec celle des animaux. Quelque grossière que soit cette ressemblance, elle suffit pour vous rappeler les idées de finesse ou de stupidité, de douceur ou de férocité que nous donnent certaines physionomies. » Donc, après cet examen, tel file furtivement vers le grand miroir du fond de la galerie pour vérifier dans la salle sa figure et savoir si elle tient du coq d'Inde ou de l'aigle, du dromadaire ou du lion, du singe ou du cochon. Fin de la citation. Donc, comme l'écrit Pierre Cernat dans son ouvrage intitulé « Comme des bêtes », et je cite à nouveau, « Anamorphose avantageuse ou honteuse, dédoublement drôle, farce réciproque sur la ressemblance prétendue ont dû ravir les spectateurs, le détourner un temps de la crise économique ou des soucis de vivre dans un pays toujours en guerre. » Fin de la citation. Une question se pose par contre, est-ce qu'on peut voir dans ces va-et-vient entre les miroirs et les chartes de Lebrun plus qu'un procédé ludique? Donc, il convient d'abord de considérer le contexte socio-politique pour envisager une interprétation, ou du moins une compréhension plus approfondie. Donc, d'abord, soulignons le fait que l'intérêt accordé à cette science, toujours entre guillemets, qu'est la physiognomonie, peut sembler étonnante pendant le siècle des Lumières, le siècle qui est interprété comme étant celui de la raison. Par contre, cet intérêt s'inscrit dans le nouvel idéal de la sincérité qui marque le 18e siècle, alors qu'on cherche à arracher le masque de la société de cour.
Donc, effectivement, sous l'Ancien Régime, le refoulement de l'animalité constitue la base du savoir-vivre et donc on préconise une séparation nette entre l'homme et l'animal. On comprend donc pourquoi les dessins représentant l'expression des passions de Lebrun ont connu en fait un succès immédiat. Pour ces dessins, la seule référence de Lebrun, c'est l'homme qui ne se compare qu'à lui-même et pour cette raison, il n'utilise jamais de parallèle avec les animaux. Sous l'Ancien Régime, il va se développer un art de dissimuler l'animalité pour éviter de perdre la face en public, ce qui fait en sorte que les gens vont s'orner d'un faux visage. Donc, en d'autres mots, l'intériorisation des pulsions qui favorise la duplicité, la feinte et le mensonge fait en sorte qu'on se crée des masques sociaux. Toujours sous l'Ancien Régime, le miroir est à comprendre comme un instrument d'uniformisation sociale qui non seulement recrée à l'infini des images trompeuses ou des reflets trompeurs, mais qui renforce l'image d'une société polie, non animale, cachée derrière son masque. Donc, la Révolution française va mettre à mal cette séparation nette entre l'homme et l'animal. Effectivement, selon Le Mercier, l'épisode violent et tragique qui est la terreur a inspiré une part d'animalisation de l'humain. Donc, alors qu'au 17e siècle, il fallait refouler ses pulsions et rentrer son caractère, au 18e siècle, non seulement on évite de dissimuler son caractère, mais on en revendique la singularité. C'est d'ailleurs au 18e siècle qu'on fonde la croyance de l'unicité irremplaçable de l'individu. Toujours à la fin du 18e, on entend arracher les masques sociaux alors que l'idéologie égalitaire réclame la transparence des affects et des consciences. Et plus encore, on aspire à la transparence de l'espace public, ce qui favorise un renouveau des techniques physiognomoniques. Effectivement, on souhaite à ce moment-là démasquer les individus, accéder à leur vrai caractère en passant par leur visage, qui est reconnu comme étant le miroir du caractère et des états d'âme. Donc, j'en reviens à l'exposition de 1797. Il y a 3 questions qui méritent de se poser. Comment interpréter ce va-et-vient entre les chartes physiognomoniques de Lebrun et les miroirs en regard du contexte sociopolitique? Que peut signifier ce jeu de mimique des visiteurs avec les miroirs du Louvre? Et en quoi l'usage présentiste des dessins de Lebrun est-il révélateur? Donc, dans un premier temps, les miroirs du Louvre peuvent être considérés comme des outils de réflexion des caractères et des états d'âme. Donc, en effet, le miroir est un outil de réflexion à proprement parler, qui prolonge la vue et qui rend des images inaccessibles directement. Donc, alors que la physiognomonie permet de lire le caractère intérieur d'un individu grâce à des signes physionomiques extérieurs, le miroir, quant à lui, permet d'extérioriser un reflet intérieur. Il donne ainsi à voir au visiteur le reflet de son visage, le visage qui est lui-même considéré le miroir du caractère et des états d'âme. Et par conséquent, les miroirs du Louvre révèlent aux visiteurs leur caractère et leurs états d'âme. Donc, non seulement le miroir est-il un instrument de réflexion, il peut aussi se proposer comme un modèle de réflexion. Donc, le miroir permet de questionner le visible, le réel et de faire appel à l'esprit critique. Donc, dans un deuxième temps, les miroirs du Louvre peuvent être perçus comme étant des outils de réflexion critique qui permettent de porter un regard critique sur soi et sur l'autre et qui permettent aussi une vérification de l'intégrité du soi et de l'autre. Donc, les va-et-vient des visiteurs entre les chartes physiognomoniques de Lebrun et les miroirs peuvent être compris comme une tentative d'introspection. De cette façon-là, les visiteurs procèdent à une vérification de leur être, mais aussi de leur intégrité, à un moment où on s'efforce de faire tomber les masques et d'abandonner les images trompeuses. Par contre, il faut savoir que l'ambition des physiognomonistes dépassait l'introspection et cherchent véritablement à introduire de la cohérence dans la vie sociale et à rendre possible une juste appréciation des autres. Donc, par conséquent, le miroir peut aussi révéler les caractères et les états d'âme de l'autre. Si la physiognomonie permet de démasquer les dissimulateurs et de révéler leur vraie nature, les miroirs du Louvre peuvent révéler les bons et les méchants au milieu des foules anonymes. À un moment où la société est obsédée par la conspiration et la fausseté, mais aussi à un moment où elle est encore ébranlée par les bouleversements sociaux qu'elle vient de vivre, le miroir peut provoquer ou même renforcer une angoisse identitaire plutôt que de l'apaiser. Donc, dans un troisième temps, les miroirs du Louvre peuvent être considérés comme des instruments pédagogiques pour signer la fin des faux visages et s'assurer de l'instauration du visage de l'homme nouveau, donc du citoyen.
Effectivement, les partisans du miroir vont lui conférer un rôle actif d'éducateur. Donc, auparavant, le miroir enseignait les sciences des manières. C'est par observation et mimique qu'il y avait apprentissage des règles de la bienséance. Maintenant, le miroir enseigne sur le caractère et l'âme des individus. Les physiognomonistes qui interrogent la figure humaine vont inviter tout un chacun à s'examiner puisque les traits du visage dévoilent l'homme intérieur. Et par extension, les miroirs du Louvre invitent les visiteurs à s'examiner pour se considérer entièrement et puis apprendre à se connaître réellement. Donc, le miroir permet ici de prendre possession de son visage en devenant le physiognomoniste de soi-même. Et du coup, on prend possession de son visage comme on s'approprie les collections du roi. Enfin, il faut envisager les miroirs du Louvre comme étant au service de l'utopie de la transparence. Donc, la naissance de l'idéologie égalitaire au 18e siècle recherche la transparence des cœurs et des consciences. Sous l'Ancien Régime, le savoir-vivre et le bien-paraître distinguent les classes privilégiées. Ce sont donc les seuls qui se cachent derrière de faux visages, derrière des masques sociaux. Le miroir qui enseignait la bienséance est à ce moment-là un instrument de la hiérarchie sociale et de l'idéal aristocratique. Par contre, la recherche de la transparence au 18e est l'affaire de tout le monde. Donc, en se banalisant en ce moment-ci, le miroir devient le symbole de l'égalité entre les hommes. Son enseignement ne se situe plus au niveau de la bienséance, mais plutôt au niveau des devoirs et des vertus. Et à ce titre-là, les miroirs du Louvre, par ce face-à-face avec les chartes physiognomoniques de Lebrun, pourraient, dans un idéal, favoriser l'apprentissage d'une véritable honnêteté. Donc, pour conclure, il a été démontré que la réactualisation à un moment opportun des dessins de Lebrun favorise une incorporalisation des œuvres, ce qui crée une relation directe entre les images et le corps des gens qui sont amenés à voir leur propre corps là, comme partie intégrante de l'expérience esthétique. On a également démontré que cette incorporalisation des œuvres permet de connaître son vrai visage, de s'approprier son visage et du même coup s'approprier les collections du roi, qui permettent d'ailleurs aux visiteurs de créer du sens dans un contexte sociopolitique difficile. Ensuite, on a démontré qu'une incorporalisation par les visiteurs des dessins de Lebrun, qui était le premier peintre de la couronne, rend légitime la collection du roi et par extension les acquis intérieurs sous la Première République française. Et finalement, on a démontré que l'incorporalisation des œuvres témoigne d'une identité en construction et enseigne aux nouveaux citoyens le devoir de sincérité, voire d'honnêteté. On peut donc dire qu'au final, la collection royale ne fait plus l'étalage du pouvoir de la monarchie, mais plutôt du pouvoir de la République qui réinvestit les acquis antérieurs pour fonder sa propre identité. Merci beaucoup.